illimitée, sauvage, barbare. Dans l'état social, en revanche, la liberté humaine, elle est normée, elle est encadrée, elle est structurée. J'ai même envie de dire, dans l'état de la nature, l'homme suit ses pathos. Le mot pathos vient des Grecs qui signifie passion. Par contre, dans l'état social, l'homme suit ce qu'on appelle le logos. Logos signifie discours, langage ou raison. Donc, pour résumer, retenons que la vie en société nous impose des normes et des lois que tout le monde doit respecter. Parce que quiconque éprouve le besoin de vivre seul, hors de la société, soit il est une bête, soit il est un dieu, soit il est une brute. Or, l'homme n'est ni bête, ni dieu, ni brute. Qu'est-ce qu'il est? L'homme est foncièrement un être qui, à sa naissance, il est incomplet, qui, à sa naissance, il est prématuré, qui, à sa naissance, il n'a pas toutes les caractéristiques fondamentales, comme j'ai l'habitude de le dire, le bébé qui vient de naître n'est pas encore un homme. J'ai même envie de dire, tout nouveau-né est un nouveau commencement. Vous l'avez dit, vous avez parlé des philosophes du contrat social, mais par ailleurs, ces doctrines ou bien ces pensées que les philosophes du contrat social ont émis par rapport à l'état de nature, selon l'état de nature, mais ces pensées ont été battues en brèche par certains philosophes du nom peut-être d'Aristote et entre autres. Selon eux, l'état de nature n'a pas existé, n'a jamais existé. Oui, selon, il y a des, en tout cas, il y a des théoriciens, ce qu'on appelle des théoriciens du contrat social. Dont les plus célèbres sont Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau. John Locke aussi, le philosophe anglais, en a parlé. Mais la façon dont John Locke définit l'homme dans l'état de la nature, cette définition, je dirais, c'est une définition optimiste. C'est une proposition dont là où Thomas Hobbes a une perception pessimiste de l'homme, John Locke, par contre, il a une perception optimiste de l'homme. John Locke dit quoi? L'homme dans l'état de la nature, je dirais même Jean-Jacques Rousseau aussi, dans l'état de la nature, l'homme n'est pas mauvais. L'homme est innocent, l'homme est solidaire, l'homme est capable de vivre de façon pacifique avec ses semblables. Mais si l'homme est devenu mauvais, c'est la société qui en est responsable, nous dit Rousseau. D'où sa fameuse citation, l'homme est naturellement bon. S'il est perverti ou bien s'il est mauvais, c'est la société qui en est responsable. Dans la perspective de Jean-Jacques Rousseau, la société, elle est déformatrice et corruptrice. Elle est corruptrice, pourquoi? Parce que dans toute vie sociale, il faut le dire, la vie sociale n'est pas, j'ai envie de dire, n'est pas absente, n'est pas exempte de violence. La vie sociale n'est pas exempte de relations empoisonnées. Il arrive souvent que dans la vie sociale, qu'il y ait des relations qui sont empoisonnées. Parce que l'homme de nature, il faut le dire, l'homme, fondamentalement, il est suspendu entre deux infinis, la divinité et l'animalité. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé les propos de Mariama Ba, consignés dans son livre intitulé Ainsi longue lettre, où Mariama Ba dit clairement, Maodo, l'homme est un, grandeur et animalité confondues. Aucun geste de sa part n'est que pur idéal, aucun geste de sa part n'est que pure bestialité. Ça veut dire quoi? Dans la perception de Mariama Ba, l'homme est suspendu entre deux infinis. Quels sont les deux infinis qui caractérisent l'homme? C'est la grandeur et l'animalité. Qu'est-ce que la grandeur? La grandeur, c'est la conscience en philosophie. Qu'est-ce que la conscience? Je dirais tout simplement que la conscience, c'est la faculté psychologique qui met l'homme devant, supérieur aux autres créatures. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est un don que Dieu nous a donné, qui nous permet de juger de façon infaillible. Donc, dans cette perspective, quand Mariama Ba nous dit que l'homme est suspendu entre deux infinis, entre la grandeur et l'animalité, naturellement, c'est l'inconscient. Chacun d'entre nous, comme j'ai l'habitude de le dire, a une partie animale qui sommeille en lui. Certes, l'homme, en chaque être humain, il y a le divin en lui. Mais je dirais également, en chaque être humain, il y a une partie animale qui sommeille en lui. À cause de cette partie animale, l'homme a souvent tendance à oublier. À cause de cette partie animale qui sommeille en l'homme, l'homme a souvent tendance à se mettre en colère. À cause de cette partie animale qui sommeille en lui, il arrive souvent que l'homme agisse sans connaître les motivations réelles qui le poussent à agir. Dans cette perspective, on comprend que certes, la vie en société, elle est là pour nous façonner. La vie en société, elle est là pour nous inculquer des valeurs cardinales. La vie en société, elle est là pour nous humaniser. Parce que hors de la société, il faut le dire également, il n'y a point d'homme. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous pouvons comprendre les propos de Victor Hugo selon lesquels, quand il dit « un seul homme », n'est pas homme. Quand Hugo nous dit qu'un seul homme n'est pas homme, ça veut dire quoi? Un individu qui vit de façon isolée, un individu qui vit de façon isolée et esselée n'a aucune chance pour s'humaniser, pour se socialiser. La meilleure façon de s'humaniser, en mon sens, la meilleure façon d'avoir une culture consiste à vivre en société. Donc on comprend dans ce sens que la société certes a des avantages, mais également elle a des inconvénients. Mais quels que soient ces inconvénients, l'individu, en mon sens, il doit vivre en communauté avec ses pairs. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, l'homme n'est pas un être autarcique, mais il a besoin de ses pairs pour se parfaire. Quand je dis que l'homme n'est pas un être autarcique,
Il a besoin de ses pairs pour se parfaire. Ça veut dire que l'être humain n'est pas autosuffisant, mais il a besoin de son prochain pour s'humaniser. Hors de la société, il n'y a pas d'homme. Permettez-moi d'ailleurs, pour montrer le caractère important de la vie en société, on pourrait ici évoquer l'exemple des enfants sauvages, Amala et Kamala, expliqué par Lucien Malson dans son livre intitulé Les enfants sauvages, où il y a deux personnages principaux, excusez-moi, à savoir Amala et Kamala, qui sont deux fillettes. Deux fillettes qui vivaient hors de la société. À force de vivre hors de la société, ces deux fillettes fréquentaient des loups. À force de fréquenter des loups, elles n'avaient pas des caractères, des comportements humains, mais elles avaient des comportements animaux. D'ailleurs, elles n'aimaient pas la lumière du jour. Elles lapaient l'eau. Elles mangeaient de la nourriture crue. Elles hurlaient comme des loups et elles marchaient à quatre pattes. Ça veut dire quoi? Hors de la société, l'homme n'est pas homme. Pour que l'homme soit pleinement homme, pour que l'homme soit appelé un être culturel, fondamentalement culturel, l'homme a besoin de coopérer, de vivre en société. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous pouvons comprendre les propos de Karl Marx selon lesquels l'individu n'est pas une abstraction inhérente à la réalité humaine, mais il est un ensemble de rapports sociaux. Ça veut dire quoi? L'homme est fondamentalement fait pour vivre en société. L'homme est enclin à vivre en société. Maintenant, qu'est-ce que la société? La société peut être définie comme une association, une réunion d'individus qui vivent de manière interdépendante, régie par des normes et par des lois. Mais permettez-moi d'ajouter ceci, il n'y a pas de société si ces trois caractéristiques ne sont pas réunies, que sont l'espace commun, le langage commun et l'autorité étatique. Ça veut dire quoi? Il n'y a point de société sans espace commun, il n'y a point de société également sans État. Pourquoi? Parce que l'État est avant tout une réalité sociale organisée, une autorité souveraine qui détient et exerce un pouvoir politique sur un territoire donné. Donc il incombe à l'État. La mission fondamentale et première de l'État consiste à normer, à réglementer, à réguler les relations humaines. Parce que sans l'État, on sera dans le chaos. Sans l'État, on va vivre dans l'anarchie. Sans l'État, on risque de retourner à l'état de la nature. Or, les hommes ont fait un passage pour convertir leur animalité en humanité. Convertissant leur animalité en humanité, les hommes sont fondamentalement faits pour respecter des normes et des lois. Donc l'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas dans la horde sauvage, mais l'homme vit dans un milieu fondamentalement normé et encadré, ce qu'on appelle la société. À un moment donné, donc la société, si on peut le définir, ça veut dire que les hommes qui vivaient hors de la société, ça veut dire que quand on était dans le contexte pré-social, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une hiérarchie, une anarchie, comme disait Thomas Hobbes. Dans cette période, l'homme était un loup pour l'homme, contrairement à Rousseau, lui qui soutenait que dans cette étape de la vie, l'homme était bon, il n'avait aucun problème. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un moment de possession. Un moment de possession d'où il a fallu se réunir, signer un pacte social, confier notre liberté, notre sécurité à une autorité autorité sociale qui s'appelle l'État. Donc dans ce sens, l'État, sa mission première et fondamentale consiste à normer, à encadrer la vie sociale. Parce que Emmanuel Kant avait l'habitude de dire que l'homme est un animal qui a besoin d'un maître. Le maître, c'est qui? C'est l'État. L'homme est un animal. Il est de quel type d'animal? Il est un animal social. Il est un animal social qui, à sa naissance, il est fragile, incomplet et insuffisant. C'est pourquoi dans mes propos tout à l'heure, j'ai eu à dire qu'à la naissance, l'homme n'est pas encore un homme. Qu'est-ce qu'il est? Il n'est qu'un ensemble de structures biologiques dépourvues de toute caractéristique sociale. Heureusement que l'homme n'est pas un être fixe. Heureusement que l'homme n'est pas un être instinctif. Heureusement que l'homme n'est pas un être statique, mais l'homme est un être dynamique. Contrairement à l'animal qui est ce qu'il est, et il va mourir comme il est. L'animal, il faut le dire, à sa naissance, il est venu nu. Mais également l'homme, à sa naissance, il est venu nu. Mais l'homme ne meurt pas avec cette nudité. Et au cours de sa vie, il va porter des habits. Contrairement à l'animal qui est venu nu, qui vit nu et qui va mourir nu. C'est pourquoi l'animal, il est ce qu'il est. L'animal, j'ai envie de dire, il est né parfait, entre guillemets. Là où l'animal est tout fait, l'homme est à faire. L'homme est à faire, ça veut dire quoi? L'homme est un chantier qui ne se finit jamais. L'homme est un chantier interminable. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas parfait et il ne sera jamais parfait. Et la meilleure façon de l'humaniser, de le socialiser, de le former et de le façonner, de lui inculquer les valeurs cardinales, consiste à vivre en société. Mais également, il faudra noter que avant la vie en société, l'homme vit dans une famille. Qu'est-ce que la famille? Je dirais tout simplement que la famille, c'est une société naturelle. Qu'est-ce que la famille? Je dirais tout simplement que la famille, c'est le premier agent de socialisation. Qu'est-ce que la famille? La famille est un vecteur d'humanisation, de socialisation qui permet à l'homme de recevoir ce qu'on appelle les valeurs cardinales. Comme disait quelqu'un, on n'est pas homme,
mais on devient homme. On n'est pas homme, on devient homme. Il me semble qu'il y ait deux questions fondamentales qui méritent d'être posées. La question du comment et la question du où. Comment devient-on homme? On devient homme en recevant une éducation, une formation, une socialisation et en recevant des valeurs cardinales. Où devient-on homme? On devient homme que dans un milieu social, dans un cadre social. C'est pourquoi je disais tantôt, hors de la société, toutes les caractéristiques fondamentales qui font l'homme ne sont pas possibles ni pensables. J'insiste et je persiste encore, c'est la société qui fait l'homme. Donc pour que la société puisse aboutir à sa mission première, il faudrait qu'elle soit un policier. Évidemment, elle doit être comparable à une police, mais également, elle doit être comparable à une police, mais également la société, permettez-moi de dire, c'est un mal nécessaire. C'est un mal, pourquoi? Parce qu'elle nous empêche souvent, elle étouffe notre liberté. C'est un mal, pourquoi? Parce qu'elle contraint notre liberté.